Tu peux l'imaginer physiquement? Bah ouais, moi je l'imagine grand, blond, avec des yeux bleus. Ouais. Puis je l'imagine aussi vachement battant de la vie, qui aime la vie, qui... Parce que donc ma mère me parle des fois de lui, elle m'a dit que c'était quand c'était un petit garçon qu'il aimait bien vivre et qu'il était... Donc tu l'imagines donc de bon caractère, Voilà. aimant rire, etc. Voilà. Et étant parfaitement content de ta démarche. Voilà. Bon. Inutile de dire que ta mère est bien entendu d'accord avec ta démarche. Tu en as parlé avec elle? Oui, j'en parle souvent. Elle est d'accord avec ma démarche, mais bon, c'est moi qui viens ce soir sur le plateau, c'est surtout pour moi. C'est parce que c'était une démarche volontaire. Qu'est-ce qui t'a déterminé au fait à nous écrire? Tu dis je me décide enfin à vous écrire. Parce que j'y avais beaucoup pensé, j'avais déjà fait une lettre, mais bon, je l'avais mis à la poubelle. Mais bon, parce que j'avais pas encore le courage d'écrire, et puis bon, j'ai pris mon courage à deux mains, puis j'ai écrit ma lettre en regardant, juste après une autre émission de Perdu de Vue. Ouais. Puis j'ai eu le courage de le faire, et puis je l'ai envoyé. Et tu le cherches, ce frère, depuis quel âge? Depuis quel âge c'est devenu quelque chose de nécessaire pour toi? Eh bien, depuis vers l'âge de 6 ans à peu près, souvent j'avais demandé déjà plusieurs fois à ma mère si je pouvais les rechercher, puis on avait essayé, bon, ça n'avait pas marché. Et puis elle m'avait dit, si tu veux, tu as qu'à à l'émission de Perdu de Vue. Et donc tu l'as fait. Voilà. Dernière question, Frédéric. J'espère évidemment que tu vas être entendu, qu'on va retrouver. On va y revenir dans un instant. Comment concrètement on peut t'aider ce soir à retrouver ce frère. Mais tu as la certitude, tu écris, tu as presque la certitude que ça va fonctionner, que ça va marcher. Bah ouais, vaut mieux partir positif. Donc je préfère partir positif et penser que sur moi il faudrait me revoir. Voilà. Alors on a quoi? On a Nicolas comme prénom, un garçon de 18 ans. On a votre histoire familiale que tu as rappelée très rapidement. On va ajouter simplement une petite précision, parce que ça peut peut-être aider quelqu'un à se dire tiens, ça doit être ce Nicolas que je connais, et je vais lui dire que sa sœur le cherche. Quand tes parents se sont séparés, donc il est parti avec ton père, et puis ensuite ton père a une autre union, et puis il est décédé. Et au décès de ton père, tu sais qu'il est revenu vivre avec sa mère de naissance. Et par contre, tu n'as pas donc les moyens de rejoindre cette femme. Voilà. Non, alors voilà l'histoire de Frédéric. On compte sur vous, on compte beaucoup sur vous ce soir. On compte sur vous peut-être pour l'aider, pour nous appeler très vite si vous avez des informations. On y reviendra tout à l'heure, hein, d'accord, tout au long de l'émission avec Félicie. Et puis maintenant, eh bien, je vais vous dire qu'on va se retrouver après une pause avec un premier point donc sur vos appels depuis 20h à SVP. Vous découvrirez aussi, comme je vous le disais dès le début de l'émission, l'histoire incroyable de cette Marie-Antoinette, française, mais ne parlant plus français depuis longtemps, enlevée, cachée en Union soviétique par son père au lendemain de la dernière guerre. Marie-Antoinette n'arrive pas actuellement, il lui manque des papiers administratifs, n'arrive pas à prouver sa nationalité française, et nous verrons donc dans un instant comment nous allons pouvoir l'aider. Voilà, donc à tout de suite, dès la fin de la pause, nous continuons Perdu de Vue. Mirexpress, vous connaissez? Eh bien, un Mirexpress peut en cacher un autre. Mirexpress Gel. Petit, malin, efficace, pour laver même sans frotter où que vous soyez. Tu sais, quand t'as pas mal bourlingué, au bout d'un moment, tu te demandes. C'est sûr, au bout d'un moment, tu te demandes. Quand t'as fait le tour, il y a forcément un moment où... Tu te demandes. Exactement, Paul, tu te demandes. Tu te demandes. Si t'es fort, désir au sport. Almost, ça c'est fort de fruits. Les desserts fruitiers en gros, ça, c'est fort de fruits. Parce que ces bouteilles UHT préservent toutes les qualités nutritives du lait, Lactel est le lait idéal pour la croissance et l'épanouissement. Alors voilà, les garçons naissent dans les choux et les petites filles dans les roses. Ça, c'est une métaphore. Ah non, c'est un euphémisme. Euphémisme. Mais pas du tout, c'est une coquille-grue. L'essentiel est dans Lactel. Mais coquille-grue, c'est quoi exactement? Une sorte de billevesée. Elle est mignonne. Les bergers des Pyrénées, ils ont un sacré caractère.
ce sont des as de l'escalade. Alors il leur faut une bonne nourriture. Comme ils sont très actifs, il leur faut une alimentation parfaitement équilibrée. Ce ne sont pas de gros mangeurs, mais ils savent ce qui est bon. Je leur donne pédigré pâle. Pour eux, c'est mieux que de la viande parce que ça contient tous les éléments nutritionnels essentiels pour leur forme. Ils adorent ça et ça se voit. Pédigré pâle, recommandé par des éleveurs de champions. Écoutez, Colgate Total continue d'agir même après le brossage. Colgate Total vous aide à lutter contre la plaque, les caries, le tartre et les problèmes de gencives jusqu'au brossage suivant. Des questions? Colgate Total, le dentifrice qui agit entre les brossages. Le problème des régimes, c'est qu'en perdant des kilos, on perd souvent les vitamines et les minéraux qui vont avec. Et puis perdre trop vite des kilos, c'est surtout risquer de les reprendre très vite. Et si vous commenciez par avoir une alimentation équilibrée, pensez à Taïfine 0% aux fruits. Il est sans matière grasse, il contient des protéines, il est naturellement riche en calcium, et c'est une source de 6 vitamines. Jamais un 0% ne vous a autant apporté que Taïfine. Vite, Bernardo! Passez les tornados! Non? Ah, un virage en épingle à cheveux. La route est très dangereuse. Que faire? Ça, c'est moi, ça! Non? ZX Citroën. Bravo, Bernardo! La ZX est équipée d'un essieu arrière autodirectionnel pour bien passer les virages et les épingles à cheveux. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Au commencement était le fil et son aiguille. Talisman, le nouveau parfum couture de Balenciaga. À toutes celles qui n'attendent pas de miracle d'un sèche-cheveux, Braun propose Super Volume. Un sèche-cheveux qui donne du volume. Du volume, encore du volume là où il n'y en a pas. Et ça, tous les sèche-cheveux ne le font pas. Super Volume de Braun, mettez un Braun dans votre vie. Ils sont entraînés, armés et parfaitement organisés. Ils ont les moyens de mettre leurs menaces à exécution. Mercredi, le droit de savoir enquête sur les sectes de la terreur, des milices paramilitaires au groupe néo-nazi. L'Amérique est en état de choc. Après l'attentat d'Oklahoma City, voyage au milieu de la violence et du fanatisme. En France aussi, la haine organisée gagne du terrain. Le droit de savoir enquête chez les Skins. Le droit de savoir, présenté par Charles Villeneuve et Béatrice Schoenberg, mercredi 22h50 sur TF1. La suite de Perdu de vue, la deuxième partie de notre émission, et nous allons tout de suite au standard SVP rejoindre Félicie, puisque je vous le rappelle, nous avons lancé nos premiers appels à 20h tout juste, et puis nous avons relancé un certain nombre de questions, Félicie, il y a un instant. Alors, bilan. Bilan, Jacques. Eh bien, écoutez tout de suite un appel très positif pour Frédéric. Il s'agit d'un appel de la famille de la mère de Nicolas. J'espère que vous me comprenez bien. Cette personne n'est plus en relation avec Dominique, donc la mère de Nicolas, depuis un certain temps. Mais elle va quand même, elle essaye de nous mettre sur une piste plus récente, donc j'espère pouvoir vous en dire plus très bientôt. Bon, j'allais dire qu'on n'en demandait pas tant, mais on est très très heureux que ça ait pu réagir en quelques minutes comme cela. Alors une synthèse des appels qui sont arrivés sur l'ensemble des questions que nous posions. Eh bien écoutez, principalement en ce qui concerne Thierry, nous avons évidemment des appels de personnes qui pensent l'avoir vu dans plusieurs endroits de la France, et ces appels nous semblent pour le moment imprécis. Par contre, nous avons un appel intéressant, et j'espère pouvoir vous en dire plus aussi tout à l'heure, parce que les enquêteurs sont en liaison en ce moment avec cette personne. Il s'agit d'une jeune femme qui était au coffee shop le soir où Thierry a disparu. Ah, ça c'est très important. Voilà, donc nous espérons pouvoir vous entendre le témoignage de cette personne tout à l'heure. Alors attendez Félicie, j'en profite pour dire quelque chose que j'ai complètement oublié de dire quand nous avons préparé cette émission tout à l'heure. Nathalie, Marianne, Jérôme, enfin, et Patrick nous avaient dit, ainsi qu'André, le père de Thierry, qu'ils savent par hasard, par le plus grand des hasards, que
quelqu'un avait cherché à joindre Thierry le samedi, c'est-à-dire le jour de sa disparition. Pourquoi? Simplement parce que quelqu'un a appelé Thierry, a pris le Minitel tout simplement, et puis il est tombé sur un Thierry homonyme, disons, mais notre Thierry à nous, il est liste rouge, et donc ce Thierry-là, joint, dit tiens, vous êtes la deuxième personne qui essayait de me joindre aujourd'hui, et c'était le samedi 11 février. Donc nous savons de façon certaine qu'il y avait quelqu'un qui cherchait à joindre Thierry. Si on trouve, vraiment, ça serait très important. Jacques, je n'ai pas tout à fait terminé et j'ai un témoignage intéressant qui est moins circonstanciel que par rapport à l'atmosphère dans laquelle pouvait vivre aussi Thierry. On nous a dit tout à l'heure qu'il était noctambule et effectivement il vivait à Montmartre. Il aimait la vie nocturne montmartroise et il y rencontrait souvent Simone. Simone est un ancien travesti qui connaît bien Montmartre, qui fréquente beaucoup les cafés, les boîtes de nuit, qui connaît toute la population de Montmartre. Simone a souvent été en contact avec Thierry, elle a déjeuné avec lui, ils se sont échangés des confidences et elle peut donner un éclairage un peu particulier sur sa sensibilité. Bonsoir. Elle est en ligne. Oui, très bien, bonsoir. Bonsoir à tous. Oui, alors merci de votre appel. Qu'est-ce que vous avez envie de préciser, ayant entendu ce qui a été dit tout à l'heure sur Thierry? Vous savez, nous avons tous connu sa famille, bien entendu, ses amis, ses collègues de travail. Nous avons tous connu Thierry sous des angles différents et je pense que, comment dirais-je, aucun de nous a vraiment raison. C'était un être, enfin le peu que nous sommes sortis, nous rencontrions Saint-Jean très souvent, à Place des Abbesses, et de temps en temps nous allions manger, nous sortions en boîte, nous allions au coffee, et puis dans d'autres endroits de Paris, au Banana Café, tout ça. Parce que ce sont des endroits que j'aime beaucoup. Oui. Et c'est un garçon qui respectait beaucoup les désirs des autres. C'est un garçon d'une grande sensibilité, et un homme comment dirais-je, qui partageait avec moi une certaine foi. Je ne sais pas si c'est en Dieu qu'on peut dire cela, comme cela, mais il avait foi en quelque chose, en un esprit supérieur. Donc on revient là au côté spirituel, attiré par les sphères spirituelles, donc. Oui. Et puis il avait vu une prestation que j'avais eue télévisuelle, qui l'avait beaucoup touché. Et c'est comme ça d'abord qu'on a fait connaissance. Alors dites-moi, bon, qu'est-ce que vous pensez, vous, enfin vous dites on se trompe tous ou on a tous une bribe de vérité, votre idée à vous, si vous en avez une personnelle, sur ce qui a pu se passer? Thierry était, moi j'avais l'impression d'un garçon plein de mélancolie. Il, comme moi bien plus jeune, maintenant je vais dire routière, il avait le cul un peu entre deux chaises, il savait pas très bien vers où se destiner, où aller exactement. Il cherchait un but à sa vie. Il cherchait quelqu'un, il cherchait un compagnon, une compagne, il cherchait quelque chose qu'il n'avait pas actuellement. Et pour vous, ça colle avec le personnage, comme ça, comment dire, de tirer sa révérence une nuit à 3 h du matin après avoir pris 300 francs à une carte bleue? Vous savez, je peux vous dire, pour avoir vécu ça d'une façon encore plus exagérée, que tout est possible lorsque l'on a mal à son âme, quand on a l'esprit un peu errant. Et moi, c'est l'impression qu'il m'avait donné un regard plein de mélancolie, plein de... Je crois qu'il était capable quand même peut-être de partir. Sincèrement, je le pense sincèrement. Je ne veux pas faire de peine à sa famille, mais il y a quelquefois on ne sait pas où on peut se mettre, où on peut se positionner, on a peur de faire mal aux uns, de faire mal aux autres. Et c'était pas le genre de Thierry, peut-être justement pour pouvoir vivre la vie qu'il désirait, peut-être est-il parti. Moi je pense que c'est fort possible. En tout cas, vous, clairement, vous n'avez pas de ces nouvelles depuis 3 mois, depuis sa disparition. Nous nous sommes vus avant les fêtes de Noël. D'accord. Alors écoutez, merci en tout cas infiniment de nous avoir appelés ce soir, parce que je crois que ça éclaire la personnalité, ça rend plus riche encore la personnalité de Thierry. Et puis c'est une occasion pour nous de rappeler aussi ce que je disais au début, mais ce qu'il faut dire et redire ce soir, parce que peut-être des gens qui le connaissent ou qui savent où il est vont lui raconter que cette émission a lieu. Encore une fois, qu'il soit bien clair que ce soit de sa famille, de la part de sa famille ou de ses amis et collègues de travail, il n'est pas question d'essayer de le rattraper, de le tirer par le bas du pantalon, de le laisser pleinement libre de ses choix, mais simplement de lui demander un signe de vie, parce que vraiment vous avez pu en juger. Tout le monde évidemment dans cette situation-là est très inquiet. Je me permets donc de renforcer cette demande, parce que nous savons par l'expérience, 5 ans d'émission, que vraiment c'est très difficile et pratiquement insupportable de ne pas avoir de nouvelles de quelqu'un. Voilà.
Merci. Félicie, encore des pistes à nous signaler? Écoutez Jacques, vous m'en demandez trop là pour l'instant, parce que nos enquêteurs sont toujours en ligne avec le témoignage dont je vous parlais tout à l'heure. Très bien. Alors écoutez, on se retrouve d'ici à peu près un quart d'heure, 20 minutes, ou un petit peu plus, ou quand vous voulez, hein, d'ailleurs, à tout moment, vous savez que vous pouvez décider d'intervenir sur l'antenne. Tout de suite, donc, notre séquence suivante, et là, on va voir comment nous allons pouvoir aider concrètement une femme qui se trouve dans vraiment une situation étrange. Alors cette femme, elle est, vous allez la découvrir dans un instant, elle est russe pour l'instant, enfin elle vit en Russie, mais en fait elle dit à tout le monde « je suis française ». Elle s'appelle Marie-Antoinette en plus, et elle a vécu vraiment une aventure tout à fait incroyable. En 1947, donc tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, son père, qui est d'origine polonaise et communiste, convaincu, décide d'enlever Marie-Antoinette à sa mère parce qu'il y a des problèmes de dissension, disons, entre lui et sa femme. Il l'emmène, il la cache en Union soviétique. Certainement, on peut le penser, en tout cas si on replace tout ça dans l'époque, certainement pour l'amener au paradis soviétique finalement, pour peut-être lui faire vivre une vie que cet homme a rêvé, la meilleure possible. Et puis malheureusement, la réalité est venue, disons, contrebattre un petit peu ce grand rêve. Et vous, Svetlana, vous êtes française, d'origine soviétique, oui. Et vous êtes professeur de russe à Paris, et vous étiez, il n'y a pas si longtemps que ça, à Moscou. Vous allez au consulat, je crois, pour vos affaires. Et puis là, vous rencontrez Marie-Antoinette. Comment ça s'est passé? Donc, j'ai rencontré Marie-Antoinette en octobre dernier au consulat de France. Elle semblait désemparée. Elle s'adressait à tous pour demander de l'aide car elle ne parlait pas français. Ah bon, donc elle parlait en russe en disant « aidez-moi » alors, oui. Tout à fait, oui. Donc, j'ai dit que avec plaisir, je peux vous aider. Donc, elle était là depuis 8 h du matin. Je l'ai rencontrée à 13 h, il faut dire, devant la porte. Elle n'espérait même pas passer et d'être entendue par le personnel, je dirais, indifférent et peu aimable des services consulaires. Donc, j'ai réussi à la faire entrer et la situation est devenue plus complexe encore parce que le fonctionnaire de l'ambassade demandait tant de papiers pour que Marie-Antoinette présente tant de papiers, notamment le certificat d'affiliation. C'est-à-dire que, reprenons, donc Marie-Antoinette, française comme je l'ai dit, n'arrive plus à prouver aux autorités qu'elle est française, car maintenant elle veut retrouver sa terre natale, elle veut rentrer en France. Tout à fait, j'étais moi-même surprise en voyant cette paysanne russe, qu'elle était en son temps une petite fille française, comme vous avez dit, importée. Oui, alors là on parlait de problèmes administratifs, mais en fait derrière tout ça il y a eu un coup de cœur formidable. Je crois que cette femme, elle vous a touché, non? Elle m'a touché énormément, d'une part par son destin tragique. Elle m'a parlé avec tant d'amour de la France, et d'ailleurs elle considérait toujours que la France c'est sa patrie. Et donc, elle était avide d'une moindre parole en français entendue quelque part, d'une moindre mélodie entendue à la radio. Donc, elle évoquait tout ça, les larmes aux yeux. Et en même temps, elle vous a parlé... Je ne pouvais pas rester indifférente. En même temps, je sais, en tant que soviétique, ex-soviétique, qu'est-ce qu'elle devait avoir comme problème à l'Union soviétique. Quelle a été sa vie? Elle vous en a parlé de sa vie donc là-bas. Donc elle arrive petite fille, elle a 7 ans. Oui, elle a 7 ans, elle ne parlait pas. Elle parle pas russe, russe du tout. D'autant plus son prénom peu commun, je dirais, Marie-Antoinette, fait rire et provoque les sarcasmes d'une population complètement politique. Et oui, Marie-Antoinette, c'est quand même celle à qui on a coupé la tête, l'étrangère, la Révolution française, etc. Oui, bien sûr. D'autant plus que son statut d'étrangère ne facilite pas sa vie. Ça ne lui permet pas d'accéder, par exemple, à l'enseignement supérieur. Donc, elle était obligée d'être travailleur. Elle a travaillé dur dans une usine de briques.
ensuite, je crois qu'elle a travaillé aussi à l'usine de concert, quelque chose comme ça. Donc en fait, cette femme, Svetlana, quand elle vous raconte sa vie, c'est l'histoire d'une petite fille qui arrive avec son père, et puis qui finalement est rejetée par tout le monde. Oui. Elle ne parle pas bien la langue, on l'appelle l'étrangère, elle n'a pas le droit d'aller à l'école. Elle n'intègre pas du tout. Voilà, suprême difficulté, je crois qu'on lui a interdit l'entrée aux jeunesses communistes, c'est ça? Absolument, et si on n'était pas membre de la jeunesse communiste, vous savez, les portes sont fermées à c'était pas possible, supérieur. tout simplement. Voilà. Ça, c'était la réalité quand même. Donc, sa vie a été complètement bousillée, je dirais, par le régime soviétique. Ouais. Et ce qui est dommage, que elle, d'autant plus que les autorités soviétiques, quand on lui a délivré le passeport soviétique, ils n'ont pas accepté ce prénom, Marie-Antoinette. Ils ont dit, qu'est-ce que ça veut dire, Marie-Antoinette, ça n'existe pas chez nous, tu seras Marinette. Voilà. Donc même, elle n'avait pas le droit de garder son prénom. C'est tout de même... Et puis on a mis un tampon aussi, elle est sur son passeport soviétique. Elle est française. Elle est française. C'est écrit en russe, avec les gros lettres, comme le mot est assez long, ils ont dépassé sur l'autre page. Et vous l'avez vu, ça, vous l'avez lu. Oui, j'ai donc lu ça. Vous confirmez l'histoire de cette femme. Absolument. Oui. Alors on va continuer à parler d'elle, parce que comme je dis, elle vous a beaucoup touché. Vous êtes rentrée en France, et puis vous nous avez contacté. Vous avez fait votre propre enquête, vous avez essayé de trouver, parce que elle est originaire de... Mais c'est très difficile de... Déjà, ce que je reproche au personnel du consulat, qu'il manifeste une indifférence totale. Et c'est pourtant si simple, c'était si simple d'aider Marie-Antoinette, de prouver sa... Oui, mais la seule chose difficile que personne n'a pris en compte, effectivement, et que vous avez pris en compte, c'est qu'on s'adresse à une femme qui peut-être est française, mais qui a oublié sa langue et qui ne parle plus que russe. On lui demande des choses qui sont... de faire des choses insurmontables. C'est pas possible pour elle. Écrire à qui? À quel ministère? En russe, en France, bon, c'est absolument impossible. Et c'est ça donc qui vous a touché. Je reviens à ce que je disais il y a un instant. Et donc je me suis adressée à vous. Je vous ai écrit une lettre, sachant que seul un appel au cœur des gens sensibles pourrait résoudre le problème de Marie-Antoinette. Alors, on espère qu'il y a des gens sensibles dans l'administration, on le sait même, et je pourrais donner des bonnes nouvelles dans un instant. On s'adressera également certainement à ceux qui pourraient éventuellement accueillir cette femme si elle arrive à résoudre son problème. On va continuer à parler d'elle dans un instant, mais tout de suite, vous allez la découvrir, vous allez la voir, parce que elle est, après vous avoir rencontré à Moscou, elle est rentrée chez elle, et c'est loin de Paris. C'est 2000 kilomètres, c'est un trou perdu. Oui. Alors on va voir d'ailleurs la carte, là, voilà, on découvre la carte, voilà la France, on s'éloigne de la France, et on va voir où se situe Moscou, donc sur la carte de l'immense Russie, et puis vous allez voir un petit point clignotant, là, Dinskaya, et là... Oui, c'est même pas une ville, c'est un hameau. Voilà, au bord de la mer Noire, et c'est là que Jean-Marie Pertuis s'est rendu, et vous allez maintenant découvrir avec nous son reportage. Comment ne pas penser au cœur de l'armée rouge en traversant ces plaines immenses? Antoinette vit ici, à Dineskaya, à 2000 km au nord de Moscou, en plein pays cosaque, tout près du Caucase. L'adresse de Marie-Antoinette semble ne pas être connue. Sur ses conseils, il faut demander Marinette ou la Française. Et puis une petite maison bleue près d'un étang avec 2 babouchkas, 2 grands-mères qui m'attendent à la porte. Marinette est là-bas, au fond du jardin. Elle est là-bas, avec son mari. Marinette? Ah, c'est vous, Jean-Marie. Bonjour, Marinette. Bonjour, je vous attendais. C'est incroyable, vous êtes là. Donc, Svetlana a réussi à vous joindre à Paris. J'ai tellement souffert, vous savez. Cela fait des années que j'attends. Je ne sais pas comment vous remercier d'être là. Je veux revenir dans ma patrie. Je veux retrouver ma nationalité française. Toute sa famille, son mari Michael, ses 2 garçons et ses 2 belles-filles, tous veulent qu'elle réalise son rêve. Et puis si elle venait à douter, à se décourager,
Il suffirait qu'elle appelle ses 2 derniers petits-enfants. Incroyable. L'un se prénomme Nastia Moscou. Et voici Jeannette Paris. Jeannette à Paris, бросай. Jeanne-Marie, посмотрите на мои... Jean-Marie.